Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite et j'ai le plaisir et le bonheur d'interviewer un conférencier, auteur, animateur sur BFM Télé qui va nous expliquer son parcours et aussi le nouveau livre qu'il vient de publier juste dernièrement qui s'appelle Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Philippe Bloch. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Sylvie. Ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, ce confinement a été propice à plein de choses. Nous avons l'occasion d'en échanger. Les rencontres insolites, c'est aussi une idée qui m'est venue pendant le confinement. J'avais envie de me réinventer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Anne-Sylvie Dutry. Je suis conférencière et coach en développement personnel et aussi en prise de parole en public et en leadership. Et je vous propose, si vous le souhaitez, d'aller découvrir dans un premier temps, pour devenir l'artiste de votre vie, un cahier de vacances. En tout cas, j'ai créé un défi 7 jours pour entreprendre et oser rebondir en toute confiance que vous pouvez découvrir sur mon site internet et retrouver également l'ensemble des rencontres insolites. Et aussi, si ça vous intéresse, vous pouvez partager dans votre communauté pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de conseils avisés de tous nos invités. Alors Philippe, comment ça va aujourd'hui? Très bien, très bien, très bien, très bien. Ça va depuis toujours, moi, finalement. Je suis une âme plutôt heureuse. Je suis un homme heureux qui se lève le matin en étant effectivement l'entrepreneur de sa vie tous les matins. Ça, c'est chouette et c'est vrai que c'est un beau projet d'être entrepreneur de sa vie et devenir l'artiste de sa vie. C'est vraiment, voilà, chacun a la capacité, en tout cas, de faire ce qu'il veut de sa propre vie. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne à la genèse, j'allais dire, de votre parcours. Vous avez, vous avez une âme d'entrepreneur, vous êtes vraiment indépendant, vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un slasher, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes quelqu'un qui aime vraiment profondément l'entrepreneuriat, vous accompagnez aussi également maintenant sur des projets plus ou moins gros en tant que business angel et vous avez une carrière aussi à l'international puisque en travaillant en amont sur l'interview, j'ai vu que vous avez fait votre coopération aux États-Unis et vous avez été chercher des idées. Alors, ce jeune garçon, j'allais dire, ce jeune Philippe, avant de partir aux États-Unis pour votre coopération, est-ce qu'il avait des grands rêves? C'est intéressant comme question. L'autre jour, quelqu'un m'a interrogé sur mon enfance et mon adolescence. Et je lui répondais que j'ai eu une vie tout à fait normale avec des parents formidables, sans problème particulier, mais dans une ville de province qui est devenue Disneyland, qui s'appelle Colmar, qui est une magnifique petite ville alsacienne, où je me suis emmerdé, mais de manière absolument incroyable, dans les années 60 et 70, puisque c'était l'année où j'étais à l'école, etc. Et en fait, ma vraie vie a commencé effectivement à New York. Non, mes rêves ont commencé à New York. Très clairement, j'ai eu la chance. J'ai fait l'ESSEC, qui est une très bonne école et qui sert simplement à trouver des possibilités à des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire finalement. Du coup, à l'ESSEC, c'est assez marrant parce que à l'ESSEC, je le racontais également l'autre jour, j'étais à la fois président de la junior entreprise de l'ESSEC, donc déjà un peu entrepreneur, et j'étais également président des Mardis de l'ESSEC, qui était une association qui invitait régulièrement des auteurs ou des personnalités à s'exprimer sur scène face aux questions des étudiants. Et ben, ces deux expériences-là, finalement, que intuitivement, je prenais plus de plaisir à faire que suivre les cours de l'école, m'ont dicté toute ma vie professionnelle. J'ai toute ma vie entrepris, créé des entreprises et parlé en public, puisque j'ai fait plus de 3000 conférences dans ma vie avec tous mes bouquins, lesquels bouquins ont démarré très jeune, juste après mon retour de coopération aux États-Unis, avec notamment le bouquin Service compris, qui a été une espèce de phénomène d'édition avec 500 000 exemplaires, en fait, qui a démarré vraiment ma vie professionnelle. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait rêver grand. Alors justement, ce rêve américain, puisque vous l'avez vécu à une période de vie en plus dans les années 70, c'est 80, ça? non, 80. 80, milieu des années 80, le studio Voilà. 54. Donc Voilà. justement, vous arrivez là-bas en venant de Colmar, c'est un choc de culture. Comment ça se passe? Non, de Paris. J'ai passé 3 ans à Paris avant quand même. 3 ans à l'ESSEC. Non, choc. Non, c'est un choc. Aujourd'hui, ça l'est plus parce qu'aujourd'hui, à 10 ans, tout le monde est déjà allé aux États-Unis. S'il y a des parents qui ont eu la chance de l'y envoyer, mais à Ouais. l'époque, on voyageait pas comme ça. Et tout d'un coup, de découvrir cette ville incroyable, sans un rond, puisque effectivement, en tant que coopérant, on est payé au SMIC dans une ville où il vaut mieux être millionnaire pour pouvoir se loger. Donc, on est obligé de se démerder, d'être viré 450 fois de son appartement, se retrouver avec sa malle de conférencier sur la rue un soir à 23 heures en plein hiver, viré par sa propriétaire, ce qui m'est arrivé, etc., qui vous donne l'envie de vous battre. Et dans un pays où les gens aiment se battre, ça vous formate un esprit qui ne m'a jamais quitté, effectivement. Ouais. Alors c'est un esprit de conquérant, j'allais dire. Il y a plein de choses aussi qui viennent des États-Unis, parce que vous parlez de votre livre Service compris.
Et c'est vrai que là-bas, moi, pour avoir découvert il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, New York, moi, les gens m'avaient dit, tu seras frappé par l'accueil. Alors, je me suis dit, bon, ouais, c'est un peu, je pense que c'est New York, parce qu'après, il y a toutes les États-Unis, c'est différent. Mais c'est vrai que j'étais surprise de la manière dont ils vous accueillent, dont ils sont aux petits soins, etc. Et donc, qu'est-ce que vous avez ramené comme bagage, parce que vous avez créé aussi Columbus Café, voilà, qui étaient les prémices, j'allais dire, de Starbucks. Qu'est-ce que vous avez ramené dans vos bagages et qui vous tient encore au corps, j'allais dire, par rapport à ça? Bah, d'abord, une femme, une épouse, puisque j'ai connu mon... c'est pas rien, c'est pas rien, puisque je l'ai connue à New York, elle est new-yorkaise et on est resté ensemble longtemps avant de se marier, mais on est toujours ensemble très très longtemps après. J'ai ramené effectivement cette horreur du service, du non-service à la française, c'est-à-dire que milieu des années 80, quand je rentre à l'Expansion, le magazine économique qui était leader de la presse économique à l'époque, dont je suis devenu éditeur du magazine, tout m'énervait, les Français m'énervaient, les serveurs m'énervaient, les taxis m'énervaient, les magasins m'énervaient. Et moi, quand je suis énervé, maintenant, je me suis aperçu, j'écris des bouquins. C'était le dernier, c'est le 8e. Donc, du coup, j'ai écrit un bouquin très intuitif et finalement très pragmatique sur les champions du service à la française, qui était extrêmement rare à l'époque, et mettant en valeur ce qu'aujourd'hui on appelle le fameux user experience, l'expérience client partout dans le monde. Et du coup, ce bouquin qui était très simple finalement, mais très pragmatique, a fonctionné formidablement bien. Et j'en ai ramené cette conviction que seuls des clients enthousiastes et des collaborateurs motivés et passionnés permettent aux boîtes de survivre. Et puis quelques années plus tard, effectivement, en 93, sur Columbus Avenue, si les gens veulent savoir d'où vient l'origine de cette marque Columbus Café qui aujourd'hui a plus de 200 magasins, sur Columbus Avenue, je découvre un petit bouclard qui s'appelait Cooper's Coffee, qui était une copie de Starbucks, qui à l'époque, je le rappelle toujours, n'avait que 200 cafés en Californie et loin des 30 000 cafés d'aujourd'hui. Et je découvre cette idée formidable de rendre les gens heureux dans un endroit sympa où on peut manger des gourmandises en toute liberté en prenant son temps, Take time for yourself, qui était la signature d'ailleurs de Columbus à son ouverture. Et j'ai ramené cette idée en 94 et ouvert Columbus Café en 94. 10 années de combat acharné, et là, heureusement que New York m'avait préparé à la ténacité au combat et à l'adversité, pendant laquelle j'ai développé cette entreprise avant de la quitter en 2004. Oui, puisque vous expliquez aussi que, comme d'autres, en leur temps, vous avez été gentiment évincé, on va dire. Alors justement, comment on le vit? Parce que il y a ce côté entrepreneur. Vous avez donc monté ce projet, vous n'étiez pas tout seul. Enfin, c'est quelque chose, c'est une aventure incroyable. Pour l'époque, peut-être visionnaire, mais on prenait plutôt pour un fou que pour un visionnaire, j'allais dire. Comment vous avez vécu justement cet évincement? À un moment donné, de se dire, bah voilà, c'est mon bébé, c'est mon projet. Quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on y met son temps, ses tripes, toute sa vie. Comment on rebondit après une situation comme celle-ci? Bon, il m'est arrivé un truc très classique, c'est-à-dire qu'on a mis 10 ans à être effectivement visionnaire et cinglé, finalement, jusqu'à ce qu'arrive en 2003 Starbucks, qui tout d'un coup justifie notre vision initiale de se dire un jour ce concept et cette façon différente, mobile, en mobilité de consommer du café et des produits gourmands existera dans le monde entier, puisqu'on était vraiment les premiers à y croire. On était les premiers à parler de café latte, de barista, ce qui est aujourd'hui vraiment le quotidien du monde entier, en fait. Et du coup, ouais, c'est ça qui est dingue. Et du coup, après avoir été le fou furieux, je suis devenu le visionnaire formidable, n'ayant été finalement ni l'un ni l'autre, mais simplement effectivement pour grandir, puisqu'en fait le vrai sujet de ce genre de métier, surtout qu'on a échoué au début pour des raisons idiotes, c'est qu'on a choisi de mauvais emplacements, on est allé très vite, et on a choisi de mauvais emplacements, ce qui a failli nous tuer justement, et c'est ça qui a été passionnément difficile et passionnant en fait pendant ces 10 années de combat gagnés d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est une très très belle entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que on a dû se diluer capitalistiquement pour grandir. Et j'ai accepté de le faire, donc c'est ma responsabilité absolue de ne pas avoir su gagner de l'argent assez rapidement pour ne pas avoir besoin de l'argent des autres. Et quand on a besoin de l'argent des autres et qu'il faut accélérer et que votre boîte est difficile à valoriser parce que vous êtes encore borderline en termes de rentabilité, bah, vous acceptez de diluer au-delà du pourcentage qui vous sépare du pouvoir, c'est-à-dire 49,99%, que j'ai accepté de faire. Et quand il y a clash, eh ben, vous êtes viré comme une vieille chaussette, ce qui m'est arrivé en juin 2004. Et je n'ai eu à prendre. Alors évidemment, c'est frustrant parce qu'il y a eu en plus, on va dire, une association difficile à l'époque sur laquelle je n'ai pas forcément envie de revenir.
parce que ça crée chaque fois des remous inutiles, pour dire ça, pour dire ça de manière polie. Et, 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 du coup, effectivement, ma vie s'est recomposée en 15 jours, effectivement, parce que vous savez, il y a deux façons de... Il y a une phrase que j'adore chez Charles Pépin, qui est un philosophe qui a beaucoup écrit sur l'échec, et qui dit que le meilleur moyen de rater son échec, c'est de l'attribuer aux autres. Et très honnêtement, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'étais un entrepreneur qui n'a pas su développer son business de manière rentable, et qui l'a fait malgré tout en sauvegardant ses 250 emplois à l'époque, 40 magasins. Aujourd'hui, c'est plus de, je l'ai dit, 200 magasins, je ne sais pas combien de collaborateurs, plus de 2000 probablement. Ils sont au Moyen-Orient, ça se passe vraiment bien. J'ai une grande fierté de cela. C'est dirigé par des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Ce ne sont pas tous les mêmes que, ni en tant qu'actionnaire, ni en tant que dirigeant, que ceux qui m'ont viré. Et du coup, je suis très heureux pour tous ceux qui travaillent sous cette marque, même si aujourd'hui, elle n'est plus tout sous ma responsabilité. Et en fait, effectivement, au bout de 15 jours, personne ne me croit d'ailleurs, puisque je suis souvent interrogé sur cette fin d'aventure. Et c'est pas moi qui le souhaite, mais les gens, ça les semble les intéresser, puisqu'on m'interroge régulièrement sur ce rebond. Oui, mais franchement, c'est aussi ça. Et je me permets juste, c'est vrai qu'en fait, entreprendre sa vie, entreprendre une entreprise, j'allais dire les déconvenus, et c'est important aussi que les futurs entrepreneurs l'aient en tête, c'est que ça fait partie de la vie d'entreprise. Une entreprise, ça fluctue et c'est pas que des bons moments. Donc, enfin voilà, on pourrait ne parler que de choses positives, mais en ce moment, c'est un peu complexe et on en reparlera aussi après. Faut anticiper parfois, c'est-à-dire que dans des périodes comme maintenant, si on ne fait rien, moi, je sais que j'entends autour de moi, il y a des personnes qui se disent ils sont paniqués parce que c'est la crise. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, vaut mieux se mettre en action. Donc, voilà, c'était juste aussi je pense qu'un entrepreneur c'est nécessaire d'avoir cette capacité de rebondir, on va dire. Oui, bien sûr. Enfin, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat, comme la mort fait partie de la vie, ce qu'on a semblé oublier avec cette crise du Covid. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Cette espèce de trouille bleue de la mort nous rend complètement hystériques. Ce virus nous rend tous fous. Hein. On est en train de perdre notre amour de la vie par crainte de la mort. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Mais pour revenir sur l'entrepreneuriat, j'avais écrit un bouquin en 2003 qui s'appelait Bienheureux les fêlés, qui racontait l'histoire de Columbus pendant 10 ans, justement parce que je voulais raconter ça. Je voulais raconter que lorsqu'on a une passion dingue, quand on a un rêve, une vision, quand on donne du sens au job, quand on a un rêve plus grand que la réalité, il n'y a pas d'obstacle. Et effectivement, ce bouquin qui était finalement très sincère, parce que je racontais tous les doutes par lesquels on est passé, les emmerdements, les 90 heures par semaine, etc., a donné à plein de gens envie d'entreprendre parce qu'on racontait la vraie vie des entrepreneurs. Et l'échec, ça fait partie des possibilités, le rebond fait partie des possibilités. La chance que j'ai eue, c'est que ça s'est passé un été, j'ai rien foutu pendant l'été, et en gros, au début septembre, plein de gens qui m'ont rappelé en disant écoute, on n'osait plus trop t'appeler faire des conférences, tu étais un petit peu occupé avec tes 250 gugus à payer malgré tes difficultés. Et j'ai recommencé du coup à faire pas mal de conférences, j'ai recréé une structure, j'ai immédiatement démarré 15 années d'antenne sur BFM, non pas télé, mais BFM Business, d'une émission qui s'appelait l'entreprise BFM consacrée exclusivement aux entrepreneurs. Ça s'appelait l'émission qui donne envie d'entreprendre. Donc 14 ans de radio et ensuite de radio et télé. Et puis à partir de là, effectivement, j'ai reconstruit ma vie autour de plusieurs activités que vous avez appelées de slasher, avec depuis 5 bouquins, quelques investissements dans les startups, quelques investissements immobiliers, 100 conférences par an et animation d'événements, et plein d'autres choses. Alors justement, quand on est conférencier, moi j'ai eu la chance de vous croiser au CJD et à d'autres moments. Comment on vit justement on annonce le Covid, vous vous retrouvez, voilà, comme beaucoup, pareil, en faisant des formations, on se retrouve, on n'a plus de, et encore, j'ai de la chance, j'ai des clients qui m'ont soutenu et qui ont reporté les formations, donc j'ai encore eu du boulot et j'en ai encore à la rentrée, donc merci pour ça. Comment voilà, du jour au lendemain, l'activité s'arrête. Alors, on reviendra sur le livre, mais comment vous vivez ces premiers moments de vous dire, voilà, je suis confinée voilà, ça, tout s'arrête du jour au lendemain. On n'a pas vraiment anticipé le truc parce qu'on n'a pas eu le temps, mais… Oui, le métier de conférencier fait partie du secteur de l'événementiel, même si aujourd'hui, tiens, j'en profite pour passer un message public, il faudrait que l'URSSAF comprenne que le conférencier, même si votre code NAF n'est pas spécifiquement conférencier, vous êtes entièrement dépendant de l'interdiction que nous avons de nous réunir et qu'il serait normal que l'exonération de charges de métier de l'événement s'applique aux conférenciers. Je le répète ici parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, depuis mi-février, j'ai 0 € de revenus. Là où mes revenus sont en général plutôt confortables avec en face des engagements d'investissement, etc., qu'il faut que j'assume. Donc, voilà, c'est une fois de plus le clash entre la réalité et l'entrepreneuriat qu'il faut assumer. Et c'est là effectivement qu'il faut, à mon avis, appliquer mon adage que j'ai 1000 fois répété, qui consiste à dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui importe des emmerdes et qui exporte de l'enthousiasme. Donc, on trouve des solutions. Alors, allez
évidence, dans cette période-là, il faut être radin dans ses dépenses. Il faut faire en sorte qu'on ne dépense pas d'argent inutilement. Il faut utiliser toutes les ressources qu'on a. J'ai pris, comme plein d'entreprises, mon prêt BPE garanti par la BPI, enfin mon prêt PGE BPI qu'il va falloir un jour rembourser, 25% de mon chiffre d'affaires de l'an dernier. Plutôt que de me baisser les bras, d'arrêter de regarder Netflix et de me mettre à pleurer tous les soirs. Vous savez, j'adore cette expression quand on dit je dors comme un bébé, c'est-à-dire vous pleurez 1 heure et vous dormez 1 heure. Non, non, j'ai pas fait ça. J'ai en gros essayé de me dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette période, d'où le bouquin que vous évoquiez tout à l'heure. Lequel bouquin, pour être tout à fait sincère, aujourd'hui, à l'évidence, génère à nouveau d'abord beaucoup d'intérêt et d'échanges, etc., mais à nouveau des interventions de rentrée sur une thématique du coup qui a été enrichie de mes thématiques précédentes, que j'intervenais surtout autour des thématiques de l'expérience client, de la qualité de service qu'on évoquait tout à l'heure, liée à mes premiers bouquins, bien sûr de l'esprit d'entreprise, parce que c'est l'histoire de ma vie, mais aussi de l'innovation, du management, de l'optimisme, puisque vous savez, j'ai écrit moi aussi des bouquins sur l'optimisme, avec un bouquin qui s'appelle Ne me dites plus jamais bon courage, ou un autre qui s'appelle Tout va mal, je vais bien. Donc c'est toutes ces thématiques qui viennent aujourd'hui s'enrichir dans le contexte Covid de ces questions que j'essaie de poser dans le bouquin. Et ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, j'avais découvert justement par la suite à votre intervention au CJD ces 2 bouquins-là, les gens qui disent bon courage, mais il y a plein de situations comme ça en entreprise où vivement, enfin, comme un lundi, et je me dis mais c'est incroyable comment on est conditionné. Et aujourd'hui, on s'en rend d'autant plus compte, c'est que là, il y a l'effet, j'allais dire pervers du confinement, c'est que on doit se sevrer, j'allais dire, des réseaux sociaux. Là, en échange, c'est dans le bon sens parce qu'on partage des choses, mais c'est vrai que vous parliez de Netflix ou autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont enfermées dans cette situation en disant, bah, de toute façon, j'ai rien de spécial à faire. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. Je sais qu'il y a quelque chose que vous détestez, c'est l'ennui, comme beaucoup. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui se sont malheureusement ennuyés. Dommage pour eux, et c'est vrai que c'est complexe. Et à un moment donné, je pense que cette fracture, à un moment donné qui n'était pas prévue, nous a amené à repenser les choses différemment. Alors, comment vous êtes venu ce livre? Alors j'ai adoré parce que vous expliquez que vous les écrivez, c'est le début de la lecture que vous en faites de votre livre justement où vous écrivez sur des petits cahiers. Et moi je suis une adepte aussi, j'ai plein de petits cahiers dans lesquels j'écris beaucoup de choses. Alors c'est des choses que vous avez vécues à l'instant T ou c'est des réflexions que vous êtes allé rechercher dans vos carnets précédents par rapport à des situations vécues? Très vite, 3 choses, vous avez dit beaucoup de choses dans cette question. L'ennui, c'est pas que je déteste l'ennui, c'est que je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse s'ennuyer dans la vie. Et ce qu'a révélé effectivement ce confinement, c'est la capacité qu'ont eu les gens et que d'autres n'ont pas eu à profiter de ce qui était cette pause finalement obligatoire pour, au lieu de s'ennuyer, trouver le ressort de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles ambitions, de nouveaux rêves. Et c'est ça qui a été formidable pour ceux qui l'ont vécu comme ça versus peut-être ceux qui l'ont vécu dans leur canapé en se disant le monde est terrible, le monde est fichu, je sors plus, je crains les autres, etc. Deuxième remarque sur bon courage, j'en profite juste un instant parce qu'il se trouve que ma mère j'ai vécu ce confinement de manière distancée de mon domicile parce que mon père est mort l'été dernier, ma mère est très malade, malade d'Alzheimer, elle vit avec ma sœur ici où j'ai écrit le bouquin dans le sud de la France. Et ce qui est marrant, c'est que son kiné était venu hier pour la faire marcher, elle marche très mal. Il lui a dit 17 fois courage. Et j'ai dit, écoutez, je n'en peux plus de vous voir, parce que déjà j'ai du mal, je ne supporte pas cette expression bon courage. Vous êtes en train de lui dire que c'est dur. Elle sait que c'est dur, c'est pas la peine de le lui rappeler. Et c'est vrai que cette expression bon courage, qui un jour m'a tellement énervé au point de faire ce bouquin, qui a été d'ailleurs un assez joli succès, c'est que la contagion émotionnelle de notre langage a un impact phénoménal à la fois sur notre mental et sur le mental des autres, en fait. Et je crois que c'est important de le rappeler, que les mots indiquent ce que vous êtes et ce que vous avez dans votre tête. Et quand vous dites c'était mieux avant, on a toujours fait comme ça, le problème c'est que vivement la retraite, vous êtes en train de ruiner vos vies, en fait, et l'état d'esprit des gens qui vous entourent, vous devenez toxique, en fait. Et quelque part, je crois que c'est important de rappeler aux gens que pour s'en sortir dans un environnement qui est difficile, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, il faut quand même être clair, même si les gens ici sont tous sur les plages, boivent de nouveau des cafés, des bières, au retour d'ici 15 jours, 3 semaines, quand ils vont rentrer dans leur domicile, où qu'ils soient en France, ils vont s'apercevoir de la vraie réalité économique. Ça va être très, très compliqué. Et on va avoir besoin d'un mental positif, ambitieux, de faire face à la difficulté. Et c'est facile, c'est parce qu'il faut le vouloir. Il faut trouver des moyens, il faut penser différemment, etc. Maintenant, pour revenir, j'étais un peu long, mais je voulais quand même revenir sur ces 2 sujets. Comment j'ai alimenté le bouquin? Très simplement, en fait. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu une première semaine, je veux dire, première semaine à Paris.
Au bout d'une semaine, je suis obligé de partir dans un vol, le dernier vol Paris-Nice pour venir ici. C'est mon vol privé. J'avais un A320 privé. On était trois C'est dans ça, là, l'avion. Je crois que c'était très chic sur le dernier vol d'EasyJet Paris-Nice du vendredi 22 mars. Et puis, à partir de là, je passe ma semaine pétrifié à écouter tous ces horribles médecins. Je suis désolé parce qu'ils nous ont sauvé la vie, mais je ne les supportais plus. Je ne supportais plus en permanence, au-delà de ce décompte morbide des morts du jour, etc., que je peux comprendre, mais qui ont alimenté une psychose collective absolument phénoménale. Je ne supportais plus ces informations. J'ai coupé l'info alors que j'en suis un accro habituellement. Et puis, je me suis resté sur cette espèce de petite surface dans laquelle j'étais, heureusement avec une terrasse, en me Mm. disant, mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Comment est-ce qu'on a accepté en 24 heures de rentrer dans une prison dont on n'a plus le droit de sortir, avec un besoin de papier? Un flic m'a arrêté pour me demander si j'étais vraiment en train d'aller voir ma maman pour aller l'aider ce jour-là et que c'était une aide à une personne. J'ai dit, mais dans quel monde sommes-nous en train de rentrer? Combien de temps ça va durer? Plein de questions m'ont envahi, en fait. Et puis, j'ai commencé à écrire en me disant, mais au fond, puis rappelez-vous, heureusement, il n'y avait pas que des médecins, il y avait aussi des intellectuels qui s'exprimaient sur des plateaux télé, qui expliquaient un peu sur plein de sujets la façon dont ils ressentaient les choses. Je lisais tout ce qui se passait parce qu'on n'avait rien d'autre à faire en fait que de lire ou de regarder des séries américaines ou autres. Et du coup, j'en ai regardé. Hein. J'adore Netflix. Faut pas croire que j'aime pas Netflix. Je suis un fan absolu. J'ai du mal à décrocher quand j'aime une série. Mais je me suis dit non, il est en train de se passer plein de trucs. Et à mesure que la structure du bouquin est apparue assez vite finalement, où je me suis aperçu que on était sur une quinzaine de vrais sujets de société fondamentaux qui étaient devant nous, qui étaient économiques, moraux, éthiques, sociétaux, humains, etc. Et que très souvent, on allait probablement devoir opposer deux éléments et deux directions souvent contradictoires, l'une et l'autre étant tentantes sur certains sujets. Et que quelque part, cette espèce d'arrêt automatique de nos vies, de nos agendas, de nos voyages, nous obligeait à y réfléchir, ou pas d'ailleurs. Et je me suis dit qu'il était très probable, puisque la vie revient à mesure que les choses avançaient, tout le monde disait rien ne changera, parce que de toute façon, on le sait, après le 11 septembre, rien n'a changé, après les attentats de 2015, rien n'a changé. Une fois de plus, on reviendra à nos habitudes sans que rien ne change. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'on est rentré dans le 21e siècle officiellement le 15 mars 2020, et c'est le vrai début du 21e siècle, qu'il est en train de se passer des trucs qu'on ne voit pas encore. J'ai beaucoup utilisé l'expression de plaque tectonique, vous savez, c'est ce qui bouge sous la terre avant que les tremblements de terre n'interviennent. Eh ben, je pense qu'en dessous de nous, sur tous les sujets du bouquin, tous les quelque chose versus quelque chose d'autre qui structure le bouquin, il est en train de se passer des choses majeures. Et le bouquin, au fond, c'est une espèce presque de devoir de mémoire de ne pas oublier de se rappeler ce qu'on a ressenti dans notre tête pendant ces 3 semaines. Parce que très honnêtement, ce qui me frappe quand on écoute les gens aujourd'hui, personne ne parle de ce qu'ils ont senti pendant ces 3 semaines ou ces 2 mois. C'est comme si on l'avait oublié, cette espèce d'horrible pression qu'on avait sur l'absence de visibilité sur notre avenir, etc. Donc j'espère que le bouquin est utile à cela. Oui, et en fait, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes il y a des choses fondamentales ne serait-ce que de revenir sur l'essentiel qui est vital dans notre vie. Enfin, je dis souvent, moi, je me suis retrouvée confinée ici dans un appartement, alors terrasse heureusement, mais c'est vrai que c'est complexe. Je suis claustrophobe, je déteste qu'on me prive de ma liberté, donc ça a été aussi un Moi challenge. aussi. Pas claustrophobe, mais je déteste qu'on me prive de mes libertés. Mais ça, c'est quelque chose de particulier parce que je pense que ce qui a été difficile pour chacun, c'est ne serait-ce que le contact humain. Moi, je suis quelqu'un de contact, de pas pouvoir serrer mes proches, mes amis dans mes bras, ça a été quelque chose de terrible. Et en fait, j'ai à un moment donné, alors je vais pas dire peut-être toucher ce que c'est le bonheur, mais un matin, je me suis réveillée en me disant, mais finalement, tu es en bonne santé, tout va bien, ta fille est avec toi. Que demander de plus pour le moment, en tout cas. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel de se dire, enfin j'espère, comme vous, que des gens se sont dit bon, finalement c'est quoi mes vraies priorités? Parce qu'en fait, toutes nos paires de pompes, ça sert à rien, nos fringues qui débordent des armoires, ça sert à rien. Depuis, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être mises à faire attention à la consommation, au zéro déchet, à plein de choses, mais heureusement. Et dans cette démarche justement de cet immobilisme, de changer quelque chose de positif, bah, si on peut chacun mettre un petit peu sa pierre à l'édifice, ce sera quelque chose de très positif. Alors dans ce contexte, parce que c'est un livre que vous avez écrit de manière très courte, du coup, enfin assez. Est-ce que c'est comme ça que ça vient d'habitude ou c'est juste parce que voilà, c'était le moment qui a fait que ça permettait d'aller plus vite? Non, il n'y a pas de règle. Celui-là, effectivement, il a démarré le 22 mars. Il a été terminé mi-mai, en fait, en termes d'écriture.
Et il était prêt, quasiment imprimé le 5 juin, livré en librairie pour une sortie le 2 juillet. Et un mois plus tard, en audiobook, j'ai fait pour la première fois de ma vie une version audio parce que je ne l'avais jamais pratiqué, ni en tant qu'auteur évidemment, et ni en tant qu'auditeur, lecteur. Et c'est assez marrant parce que du coup, j'ai dû le réécouter, j'ai dû me réécouter pendant 3h55 avant de le balancer pour être sûr qu'il n'y avait pas de bruit d'estomac. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle les bruits d'estomac quand on enregistre des bouquins, parce qu'on ne se rend pas compte que votre estomac travaille et qu'un micro est tellement sensible qu'on entend vos petites bruits un peu curieux. Et du coup, je me suis réécouté avec ça. Et c'est marrant parce que le audiobook, ça crée une intimité intéressante. On a le sentiment de vivre, surtout quand il est lu par l'auteur, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours lus par l'auteur. On crée une forme de rendez-vous d'intimité, un peu comme une série finalement. C'est assez marrant. Donc celui-là, il a été écrit très vite, évidemment, parce que j'ai eu le choix entre me dire ou bien je sors avant l'été, ou bien je serai, et j'étais à ce moment-là déjà le 4e livre sur ce sujet, ou bien je sortirai à la rentrée, je serai le 555e. Je savais qu'il y avait un risque majeur et je l'ai vécu parce que ça a été un désastre en matière de distribution. Parce Oui, que c'est ce la que j'allais dire. librairie. C'est un challenge quand même de faire un livre dans ces conditions parce que vous expliquez que ce soit les cartouches d'encre, réussir à avoir la livraison, enfin, c'est quand même, vous êtes un challenge. Sur le coup, là, tout était dingue. Même à la distribution, les libraires ont été totalement dépassés par cet événement. Ils avaient des bouquins qui avaient été embouteillés au moment où ils ont fermé leur librairie. Ils n'avaient plus d'argent et de trésorerie pour commander des bouquins, donc ils commandaient très peu. Amazon, qui est une espèce de modèle d'horloge d'efficacité, a complètement déconné avec des délais inhabituels. La FNAC, pareil. La FNAC a interdit à ses magasins de passer des commandes. C'est-à-dire que si vous voulez demander les bouquins en librairie, c'est que le central qui envoie éventuellement le bouquin. Donc, ça a été un désastre en matière de distribution. Donc, tout s'est fait dans la précipitation. Je ne le regrette pas parce que je pense qu'à un moment, il fallait avancer vite et ouvrir ces débats vite parce que sinon, encore une fois, on risquait d'oublier. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise lecture d'été sur la plage, justement, pour prendre ces moments-là pour continuer à réfléchir. Le reste du temps, non, ça dépend. Ne me dites plus jamais bon courage. Là, je veux dire, quand je dis que j'écris quand je suis énervé, j'étais super énervé, je l'ai écrit en 15 jours. Pas compliqué. Ça m'a mis, j'ai fait que ça, mais en 15 jours, il était fini. Et puis d'autres bouquins sont plus longs. J'ai écrit un bouquin sur les startups qui s'appelle Startup Academy. Là, ça m'a pris au fil de l'eau, plutôt en fonction du temps que j'avais le soir, les week-ends pour l'écrire. Il n'y a pas de règle. Ce qui est clair, c'est que quand on est énervé, on écrit avec ses tripes. Et là, on écrit vite. Et quand on a des convictions, et vous savez, on écrit quand on a quelque chose à dire. Moi, très honnêtement, j'étais convaincu, parce que je l'avoue humblement, Startup Academy est mon vrai échec de bouquin. C'est-à-dire que je crois que c'est plutôt un pas mauvais bouquin, mais que j'ai mal titré. C'est-à-dire que, vous savez, le titre, c'est la vitrine d'un livre. Et en fait, Startup Academy, qui était sous-titré comment s'approprier les, je sais même plus du coup le sous-titre, mais s'approprier bref, le sous-titre expliquait ce que c'était. C'était un bouquin comprendre et s'approprier les secrets d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. En fait, je voulais expliquer les startups à l'ancienne économie pour qu'elles s'en approprient les codes. Sauf que le sous-titre était caché par un bandeau et le titre faisait penser que c'était un bouquin pour les startups, ce qu'il n'était pas. Donc, flop total. Et je m'étais dit, j'arrêterai d'écrire des bouquins, j'en écrirai plus jamais. J'étais vexé, énervé, je vais écrire des bouquins. Et puis en fait, voilà, comme j'étais pas sûr. Comment? Je disais que la connexion sautait, mais ça a l'air d'aller. Je ne plus. Oui. Ça remarche? Est-ce que ça remarche? Bon, oui, je suis désolé. Oui. Vous m'entendez bien là ou pas? Oui, oui. Non, je disais simplement que effectivement, je disais simplement que sur celui-là, effectivement, je l'ai écrit vite parce qu'il y avait le feu. Et quand on est passionné, les choses à... Ah, on est passionné, mais là, vous avez sauté, vous avez disparu de l'écran, vous êtes revenu, vous faites des choses. Ah, en train d'essayer de m'appeler. Non, c'est bon, ça fonctionne. Alors justement, par rapport à tout ce parcours de vie, puisque vous avez vécu, voilà, j'allais dire des choses que les moins de 20 ans peuvent pas connaître aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ont beaucoup évolué depuis, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le mode de fonctionnement, etc. Si c'était à refaire dans votre parcours, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Si oui, lesquelles? Et en faisant quoi? Alors, dans la vie en général, plein, mais c'est pas forcément les plus faciles à partager.
de manière publique, si elles sont plus intimes. Professionnellement, pas grand-chose, si ce n'est une chose majeure en termes d'entrepreneuriat, c'est que je ne me serais pas à deux ou trois. Je vous ai perdu un moment, je ne sais pas si vous êtes revenu. Si, je suis là. Il y a un décalage en fait. Moi, je vous vois, je vous entends, mais c'est un petit peu haché. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vous ai perdu à un moment. Oui, je vous entends. Allô? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez, Anne-Sylvie? Oui, oui, je vous entends, Philippe, c'est bon. Vous m'entendez plus? Vous m'avez perdu? Moi, je vous entends. Attendez, bougez pas. Excusez-moi. Oui. Oui, alors, je réponds encore une fois à votre question. Alors, qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie? Alors, d'abord, au plan personnel, sans doute plein de choses, mais on rentrerait dans l'intime et je ne vais pas. Non, moi je vous entends, mais on a un grand décalage. Bon, ok, bah alors, je suis en train de vous reperdre. Moi, je vous entends là. Hein. Vous m'entendez? Euh, Attendez. Est-ce que ça marche pour vous? Moi, je vous entends. Est-ce que. Je vous entends? Ouais, c'est bon. Je pense que, mais je ferai un petit, je raccourcirai le Oui, moi passage je où vous ça entends à marchait. nouveau. Ouais, c'est bon. Ça roule. C'est bon. Bon, je Donc, vous continue disiez, en réponse à votre voilà. question. Alors, 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 qu'est-ce que je changerais dans ma vie avec le recul? Au plan personnel, sans doute plein de choses, mais on rentrerait dans l'intime, c'est pas forcément l'objet de notre conversation. En revanche, au plan professionnel, je dirais que je changerais pas grand-chose. Je changerais pas du tout l'idée de m'être lancé très tôt de manière un peu folle dans l'entrepreneuriat, alors que franchement, j'étais lancé sur une carrière classique de cadre dirigeant dans un groupe formidable où tout était finalement excitant, facile, passionnant, et de tout d'un coup de me mettre en danger pour suivre une espèce de d'intuition que ma vie allait peut-être être, d'écrire des bouquins, de faire des conférences, et puis ensuite plein d'autres choses. Ça, je ne le regrette pas du tout. Je dirais que l'une des choses que je regrette fondamentalement, c'est de m'être associé, pas sur le principe d'une association, puisque je pense que c'est sympa de s'associer en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes entrepreneurs que je recevais sur BFM, les nouvelles générations, c'est pas deux, trois, c'est souvent trois ou quatre entrepreneurs qui aiment entreprendre ensemble. Et je trouve que c'est formidable. La seule chose, c'est quand on est deux, la seule chose que je ne ferai plus jamais, c'est de m'associer à 50-50, puisque c'est en gros le pire scénario possible, puisque d'abord, il n'y a pas d'égalité dans la vie, et il y a toujours un moment, à mesure que les années passent et que les êtres changent, se créent des tensions, des divergences, des envies différentes qui peuvent, avec des égos qui évoluent, créer des espèces de souffles terribles qui créent des désastres après. Et le vrai problème, c'est que dès lors que quelqu'un rentre dans le capital au bout de 55 ans, dès lors que quelqu'un rentre, on perd le pouvoir. Donc, quelque part, je pense que c'était douloureux cette sortie d'associé, et c'est sans doute la seule chose que je regrette. Sur le reste, franchement, et je regrette aussi, évidemment, mais ça n'a pas grand intérêt, c'est que de la stratégie de développement d'une entreprise, c'est que d'avoir au lieu, chez Columbus Café, si un jour quelqu'un m'écoute qui veut lancer un jour un business dans le retail, choisissez des bons emplacements, même s'ils sont chers. Si un emplacement est gratuit, c'est qu'il ne vaut rien, il faut le savoir. On a pris des emplacements gratuits, c'est-à-dire qui n'avaient pas de passé. Et ben, résultat des courses, on a tout perdu pendant une année sur nos deux premiers emplacements. On a mis 5 ans à remonter la pente. Donc ça, c'est mon seul vrai regret, parce que si on avait démarré Columbus Café, comme on l'a fait quelques années plus tard dans le Marais rue Vieille du Temple à Paris, aujourd'hui, j'aurais eu 400 magasins, j'aurais vendu à Starbucks et j'aurais racheté une île quelque part pour écrire mes bouquins au soleil des îles Vierges. Mais ce n'était pas mon objectif, bien évidemment, et ça me va très bien de ne pas l'avoir fait. Mais quelque part, voilà, c'est mon seul regret. Pas d'association à 50-50 et cette espèce d'erreur historique d'avoir mal choisi nos emplacements chez Columbus. Mais autrement, franchement, puis je vais vous dire un truc, les regrets, ça ne sert à rien. C'est la plus belle phrase que j'ai entendue de Jacques Séguéla, c'est que on devient vieux quand on a plus de regrets que de rêves. Ben, je préfère oublier mes regrets et avoir plein de rêves et pas vieillir trop tout de suite. Voilà, donc c'est pas de regrets, pas de regrets réels.
Merci. Alors justement, ces rêves, alors c'est d'entrepreneuriat certes, mais pour les gens qui nous écoutent, ça peut être simplement aussi d'entreprendre. On peut entreprendre en étant salarié, on peut faire son propre choix. Vous me parliez voilà de choses que vous auriez peut-être modifiées dans votre façon de faire les choses à l'époque. Pour vous, s'il y avait 5 choses pour vous indispensable, j'allais dire, dans la valise d'un entrepreneur, puisque peut-être et malheureusement ou heureusement, certaines personnes à partir de la rentrée, peut-être vont réaliser leurs rêves en se disant voilà, la situation fait que c'est peut-être le moment. Qu'est-ce que vous mettez pour ce nouveau départ? Quel ingrédient, j'allais dire, ou bagage vous mettriez, si vous en avez 5 à donner, dans votre valise pour entreprendre? Le premier, c'est de ne jamais écouter les crétins qui vous expliqueront que ça ne marchera jamais. Le deuxième, c'est de choisir un projet suffisamment passionnant pour que la passion soit plus forte que la réalité. C'est-à-dire de vous dire, ce truc, j'y crois profondément. À partir de là, il n'y aura plus d'obstacles. Donc, il faut penser grand. C'est peut-être le troisième, think big. C'est dans mon livre, Ne me dites plus jamais bon courage, je dénonce l'usage quasiment français, uniquement français, exclusivement français, permanent de l'adjectif petit. Tout est petit, c'est complètement con, c'est complètement crétin de parler de petits cafés, de petits bisous, de petits câlins, de petits restaurants qui fait des petits plats aux petits oignons avec un petit vin de pays. Enfin, c'est insupportable. Je rappelle qu'en France, il y a les grandes vacances et petit tout le reste. Je le rappelle souvent, ça fait rire les gens, mais je crois que c'est la réalité. Donc, ne pas penser petit parce que, pour une raison simple. Et d'ailleurs, dans Ce sera mieux après, sauf si on est trop con, je rappelle cette citation de Mike Horn qui dit « Si vos rêves ne vous font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Donc, ne pas écouter les gens qui vous disent ça ne marchera jamais. Choisir un projet suffisamment passionnant pour que la passion soit supérieure à la réalité. Penser grand pour surmonter les obstacles. Ne jamais abandonner. Jamais, 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 jamais. Tant qu'il n'y a pas fondamentalement, tant qu'il y a encore un bout de lumière qui brille au fond de votre tête et de votre cœur, ne jamais abandonner. Et puis, la dernière chose, peut-être, c'est quand on est entrepreneur, finalement, il n'y a pas de secret. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amazon, leur conviction, c'est qu'il faut des clients enthousiastes dont on simplifie la vie pour qu'ils restent fidèles. Et je pense que si on est capable de créer un produit ou un service qui enthousiasme ses clients, enthousiasmer, c'est pas satisfaire. Le sous-titre de Service compris, c'était « Les clients heureux font les entreprises gagnantes ». Moi, aujourd'hui, je réécrirais ce sous-titre en disant « Les clients enthousiastes font les entreprises pérennes ». Je pense qu'être simplement heureux de dépenser votre argent chez vous, futur entrepreneur, c'est juste normal. C'est pour ça qu'on vous paye. Être enthousiaste, c'est pour ça qu'on va rester et que même dans l'adversité, on vous préférera aux autres. Donc, mettre l'enthousiasme du client au cœur de vos projets et puis donner du sens au job de vos équipes. Je peux peut-être terminer sur ce dernier conseil, ça fera le 6e, même si c'est un peu trop, mais tant pis, j'ai droit au 6e. Il y en aurait plein d'autres, mais le 6e, c'est un rappel de ce qu'était la mission de Columbus Café, quand on a créé Columbus le premier jour. Il y avait écrit dans la tête de chacun de nos équipes que notre ambition, c'était pas uniquement de vendre pour la première fois du cappuccino, du café latte et du frappuccino dans des gobelets en carton emportés dans des endroits sans alcool et avec des bons muffins fabriqués sur place. C'était pas ça. C'était autre chose qui donnait envie de se lever le matin. C'était faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Là, vous avez une clé du business, c'est que vous donnez du sens à des jobs qui sont difficiles et faire passer un moment de bonheur à quelqu'un qui est rentré dans un café et déprimé et qui en ressort, qui va un peu mieux, ça rend la vie différente. Et ça crée que les entreprises, à mon avis, ça fait des entreprises un petit peu plus pérennes. Donc voilà peut-être mes 6 conseils. Merci. Et c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental, justement. Je parlais de liens tout à l'heure qu'on a perdu avec malheureusement ce confinement, mais c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, ce rapport à l'autre, comme vous disiez, un sourire, un bonjour, un merci. J'ai eu la chance d'interviewer la jeune fille qui a réalisé les masques inclusifs, parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont se rendre compte que finalement, sortie du confinement, avec tous ces masques, on n'entend rien. Donc ça aussi, ça crée une barrière et ça fait pour moi partie du service client. Je suis allée dernièrement dans un espace de coworking. La personne avait un masque, je ne comprenais rien de ce qu'il disait parce que c'était pas assez audible, et je pense que par rapport à cette démarche d'utilisateur, le fait de pouvoir être accessible quand on a un métier d'accueil ou quel que soit un hôtel, un hôpital ou autre, d'avoir en tout cas la possibilité de lire sur les lèvres, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors qu'aujourd'hui, on est tous avec nos masques et puis si on comprend pas, bah tant pis. Enfin, c'est quelque chose qui est assez particulier et c'est une situation qui est un peu
enfin vraiment particulière dans la mesure où on est tous confrontés à nous-mêmes. Vous parliez tout à l'heure, il y a des choses petites, de savoir il y a des personnes qui disent vivement quoi, on ne sait pas en fait. Les gens sont confrontés à eux-mêmes, à leurs émotions. Ça c'est quelque chose qui est très particulier et je pense que ça a été amené de manière différente. Et c'est vrai que ce Covid aussi a été peut-être pour certains très compliqué parce que se retrouver seul avec soi-même, c'est pas du tout évident. Et justement pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ça aussi c'est quelque chose qui est pas évident, c'est d'aller accepter, j'allais dire, de demander de l'aide. Parce que beaucoup de personnes vont dire oui ça va super, etc. Mais comme vous disiez, quand on n'a plus de revenus, quand il y a des situations, on ne sait pas ce que ça va comment ça va se passer, c'est très complexe justement d'aller demander de l'aide ou de prendre des mains tendues. Est-ce que ça vous est arrivé aujourd'hui dans votre vie? Et quand les gens viennent à vous, est-ce qu'ils sont mal à l'aise? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être normal de pouvoir demander simplement de l'aide pour être accompagné? C'est un sujet assez personnel, en fait, celui-là, pour moi, en tout cas. Non, moi, j'ai jamais. Parce qu'en fait, dans Tout va mal, je vais bien, il y a un chapitre qui dit de personne, jamais rien, tu n'attendras. C'est un peu l'antithèse de ce que vous êtes en train d'expliquer. Parce que justement, je déteste ça, de demander de l'aide, et je préfère toujours m'en sortir seul que de. Je suis probablement dans le cas de figure de ces entrepreneurs que vous évoquez, ce qui est probablement d'ailleurs le cas des entrepreneurs en général, beaucoup plus que les gens dans la vraie vie, parce que on sait que l'entrepreneur, il est seul face à toutes les guerres, finalement. Il est seul face aux gens qui ne vont pas l'aider, face aux banquiers qui ne vont pas croire en lui, face à son conjoint éventuellement qui pense qu'il est en train de pourrir leur vie commune, face à ses parents qui disent tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu travailler dans la fonction publique, etc. Et il a l'habitude finalement de cette forme d'indépendance et de leur dire ah, foutez-moi la paix, je vais me débrouiller. Donc quelque part, c'est une conviction personnelle que je devrais sans doute pas partager parce qu'à chacun sa vie là-dessus. Mais donc non, moi je l'ai jamais fait, je l'ai fait une seule fois dans ma vie chez Columbus. À un moment, on était vraiment pas bien. Il a fallu que je vois si quelqu'un pouvait me prêter un peu de liquide pour sauver la boîte. Et j'ai un oncle entrepreneur qui a eu l'extrême générosité de sauver l'entreprise à ce moment-là, que je lui ai remboursé bien sûr depuis. Mais autrement, non, je ne l'ai jamais demandé à personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Je crois qu'à un moment, on n'a pas tous la carapace finalement pour s'en sortir seul et il vaut infiniment mieux. Là, je donne ce conseil à ceux. Vous savez, moi, j'ai tellement vécu de problèmes, d'emmerdements, de vraies difficultés, de vraies vitales pendant les 10 années de Columbus que j'ai souvent dit que je suis en béton recouvert de téflon. Moi, y a pas, à part la santé, il n'y a rien de m'affecte. Enfin, le seul truc qui m'inquiète, c'est la santé. Le reste, je m'en fous, mais complètement. Le plus de revenus depuis 6 mois, je m'en fous complètement parce que je sais que de toute façon, je vais m'en sortir, je vais réinventer d'autres trucs, je vais trouver des solutions. J'ai aucun sujet là-dessus. Ma vie a été en permanence une opportunité, une occasion de me prouver à moi-même que tout était possible malgré l'adversité. Donc, ça vous formate ce truc-là. Et c'est ça que j'aimerais faire passer, c'est que ça devient une caractéristique de votre comportement et on s'aperçoit que plus on a d'emmerdement, moins on a d'argent, plus on a d'imagination. Et que la contrainte, quel talent? La contrainte, je ne sais pas si elle révèle le talent, mais elle le crée en fait. Et on s'aperçoit que face à l'adversité, ben, on pense autrement, on prend un autre chemin, on voit un autre axe qui vous permet de vous en sortir. Donc quelque part, moi personnellement, ce sera toujours le dernier truc que je ferai, en dernier ressort. Mais je ne condamne pas du tout les gens qui veulent demander de l'aide. Ce n'est absolument pas ni honteux, ce n'est pas tout à fait un truc, vous n'avez pas à en avoir peur du tout. Si c'est ça par lequel il faut passer, faites-le. Simplement, après, effectivement, renvoyer l'ascenseur. Quand on a été aidé, c'est d'ailleurs une des choses que je dis dans le bouquin sur tous les entrepreneurs qui vont tomber, parce qu'il y en a qui vont tomber à la rentrée. C'est déjà le cas pour beaucoup d'entre eux. On sait le nombre, en gros, on sait déjà le nombre de restaurants en France qui vont fermer. Je crois que l'ambition de nous tous entrepreneurs que nous sommes, c'est de les aider à remonter sur le bateau, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient dégoûtés de l'entrepreneuriat à cause de ce qui est arrivé. C'est simplement un très grave accident de l'histoire, mais il n'est pas définitif non plus. On peut tous rebondir si on est effectivement, on prend les bons choix, on peut se faire un break avant de réentreprendre, il faut se poser les bonnes questions, il ne faut pas se forcer à entreprendre. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que ces gens qui disent je veux entreprendre mais je ne sais pas dans quoi et qui se forcent à vouloir entreprendre alors qu'ils ne sont pas faits pour ça parce que c'est à la mode. Ça, c'est une connerie totale. C'est viscéral cette envie d'indépendance. Moi, pendant 14 ans sur BFM, j'avais une question fétiche. Qu'est-ce que vous regrettez? La même question que vous m'avez posée. Qu'est-ce qu'ils me répondaient, mes entrepreneurs? De ne pas l'avoir fait plus tôt, y compris tous ceux qui l'ont fait, qui ont merdé, qui en ont bavé. Ils disaient tous, c'était dur, mais qu'est-ce que c'était bon de m'en sortir moi-même, etc. Ça vous donne une force de vous en sortir seul qui est phénoménale et qui change profondément votre caractère. Donc, n'ayez pas peur. Demandez de l'aide si c'est nécessaire. Voyez si vous pouvez le faire sans. Et si vous vous démontrez que vous l'avez pu le faire sans les autres, vous avez gagné 10 ans de combat, de vie professionnelle et d'adversité surmontée.
Et je vous rejoins tout à fait sur le côté jusqu'au boutiste, parce qu'en fait, pour avoir moi-même une première entreprise où j'ai tenu bon contre vents et marées en me disant ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. J'ai eu la chance d'être au sein des jeunes dirigeants à ce moment-là, donc je me suis fait accompagner pour le dépôt de bilan de mon entreprise. Il s'avère que j'ai quand même, voilà, j'ai dû vendre ma maison pour rembourser les dettes de mon entreprise. Et aujourd'hui, alors ça a été douloureux sur le moment parce que quand on en arrive à des situations pareilles, on s'en veut en se disant, ben voilà, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement, anticiper, etc. Ça permet aussi d'apprendre le métier d'entrepreneur. Et par contre, aujourd'hui, c'était un cadeau parce qu'on serait pas là aujourd'hui. J'aurais pas osé, voilà, me réinventer différemment. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui je vous rejoins tout à fait. C'est dans notre trip. Suite à mon dépôt de bilan, moi j'ai repris un poste salarié pendant 2 ans et j'ai dû repartir en indépendante parce que, voilà, pour recréer une entreprise. Parce que c'est là, on peut pas l'enlever. C'est à l'intérieur de nous, quoi. Et bien sûr. Et puis surtout, il y a un truc qui est juste génial, c'est qu'on est libre, on est indépendant. Alors, c'est terrible d'être indépendant. On connaît les limites et les faiblesses économiques de ce statut. Mais la liberté n'a pas de prix. Moi, j'aurais pu aller retrouver un job dans un grand groupe, etc. Mais honnêtement, je préférais ouvrir un food truck de frites à la Bastille, où je choisirais moi-même la taille des frites, le prix des frites, etc. Quand on a vécu X années, pour moi, c'est l'essentiel d'une vie. Ça fait plus de 30 ans que je bosse. Toute ma vie, j'étais à part 3 ans salarié, mais passionnant. J'ai adoré. J'ai adoré mes patrons, Jean-Louis Savant-Schreiber, Jean Boissonnat. J'ai adoré tous les gens que j'ai rencontrés à l'expansion pendant ces 3 années merveilleuses. Mais le jour où j'ai été un homme libre, voler de ses propres ailes, c'est le plus beau cadeau du monde, quoi. Donc, et même quand on a des emmerdements, on préfère retrouver cette liberté que de retrouver le poids de la hiérarchie, des instructions à la con, des abrutis qu'on ne respecte pas. Il y en a dans les entreprises, malheureusement. Et ces managers-là, ils créent des entrepreneurs, donc bravo. Ils donnent envie aux gens d'entreprendre. C'est vrai. Pour intervenir en entreprise, c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai d'en être partie. Et j'ai eu de la chance, je suis rentrée, j'ai repris un poste salarié chez un entrepreneur qui était membre, lui également, des centres des jeunes dirigeants. Donc, on a une vision un peu plus ouverte, j'allais dire. Donc, c'était pas mais c'était un besoin et c'est vrai que c'est viscéral. Et parfois, quand j'accompagne des personnes, je leur dis, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce que par rapport à ce que vous expliquiez, il y a des gens qui sont stressés du quotidien. Il y a des gens qui peuvent justement vous parler de santé parce que ça, quand je dis oser demander de l'aide, c'est aussi à un moment donné de pas en arriver à se faire des nœuds au cerveau ou à se rendre vraiment malade parce que personnellement, j'ai compris en vivant mon dépôt de bilan l'administration, le poids d'administration, c'est juste incroyable. J'avais l'impression, quand on prend une petite voiture, une petite, n'importe, on la met à la casse, elle est broyée. Comme ça et comme ça. Et en fait, c'est ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai vécu, j'ai tout eu l'URSSAF, tout le monde était derrière moi, essayait de me réclamer de l'argent et autres. Et à un moment donné, c'est de se dire, faut lâcher, en fait. Et quand on lâche, et qu'on ose passer faire autre chose, faire des choses différentes, ça permet, de se remettre en selle, mais pour ça il faut aussi se faire confiance et oser tout simplement. C'est tout à fait ça. Je crois qu'effectivement tout le monde ne peut pas être entrepreneur et donc il ne faut pas se forcer. Simplement quand on l'est vraiment, cette espèce de force incroyable que vous ressentez va à l'encontre de toutes les raisons qui vous sont données de ne pas le faire. Et c'est ça qu'il faut écouter, parce que ne pas se priver de ce moment-là, à l'externe, tout le monde vous dit n'y va pas, et vous vous dites vais quand même, c'est là que c'est le moment qu'il faut y aller. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une opportunité formidable d'entreprendre dans cette rentrée, parce qu'il y a des tas de nouveaux besoins qui émergent sur les problèmes de distanciation. Le ressort intérieur est plus fort que faut y aller. Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Au plaisir, je dirais, me ravitailler une fois que le bouquin sera remis dans les librairies, dans les bacs. Il y est déjà, ça y est, il est de retour. Il est revenu. Bon, super. Merci à vous. Merci vraiment pour votre partage et votre expertise. Et je vous souhaite un très bel été. Merci. À bientôt et surtout un retour sur la scène avec de nombreuses conférences. Et j'espère vraiment que la situation va s'améliorer pour que, voilà, qu'on puisse au moins avoir quelques moments où les gens vont pouvoir se regrouper pour partager des bons moments, en tout cas. Merci Anne-Sylvie et bravo pour ce podcast. Merci à vous. Bel été. Et nous, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle rencontre insolite. À très bientôt. Au revoir.